Le fameux pronom neutre, yel. Le wokisme. La cancel culture, le wokisme. Le métaverse. Le fameux pronom neutre, yel. Yel. I-E-L. Êtes-vous pour l'entrée de Yel dans le dictionnaire? C'est la contraction de il et de elle pour ne pas avoir à choisir le genre, donc un genre qui se veut plutôt neutre. C'est un pronom personnel qu'on retrouve maintenant dans le dictionnaire du Robert, alors la version en ligne depuis octobre. Généralement, sur ces questions-là, qui sont des questions de langue, qui sont des questions linguistiques, on retrouve toujours deux points de vue qui vont s'opposer. C'est-à-dire qu'il va y avoir d'un côté le point de vue plus normatif de l'Académie française, où, vous le savez, c'est les académiciens qui décident de comment on utilise un mot. À ce point de vue-là s'oppose toujours celui plutôt des linguistes. Généralement, on a un point de vue qui vient dire que si les gens disent le Covid, il n'y a pas de fausse ou de vraie acceptation de la langue. Il y a la langue telle qu'elle est parlée, point. Là, pour Yel, c'est un peu différent, puisque vous voyez que c'est plutôt les prescripteurs. Donc, ce qu'on appelle les prescripteurs, c'est les référents. Là, certains prescripteurs vont vous dire que Yel, non, il ne faut pas utiliser ça. Je pense à Blanquer, par exemple, le ministre. Notre langue est déjà d'ailleurs assez complexe sur le plan écrit. On n'a pas besoin de rajouter des complexités nouvelles. Donc là, c'est intéressant parce qu'il y a un espèce de moment de flottement. On est moins sur cette opposition très verticale et pyramidale qu'on avait avec la Covid, le Covid. Là, on est sur des oppositions qu'on retrouve même au niveau des prescripteurs. La woke culture. Le wokisme. Le wokisme, l'idéologie woke. Wokisme. Dans ce creuset qu'on appelle le wokisme. Le wokisme. Là, c'est pareil, vous voyez, sur des nouveaux mots qui arrivent en langue, il y a plein de manières de les prononcer. Woké, wokisme, woke, ça vient de l'anglais, notamment le verbe awake qui veut dire réveiller. Alors, généralement, on va dire que les woke, on pourrait les traduire comme les gens qui sont réveillés ou éveillés sur la question des discriminations raciales. Alors, c'est un mot qui a été très utilisé, donc ça montre bien qu'il y avait de la place pour ce mot-là. Et il y a de la place pourquoi ? Parce que les discriminations, elles existent. Maintenant, c'est un mot qui est un mot quand même connoté. Ça veut dire qu'il est le marqueur d'un certain positionnement idéologique. Et moi, c'est ça que je trouve dommage, en fait, parce que la question des discriminations, elle doit interpeller tout le monde. Et elle ne doit pas être qu'un marqueur idéologique d'un parti politique en particulier. Donc, c'est à la fois un mot qui a très vite pris sa place, et c'est en même temps un mot qui est très connoté aujourd'hui. Donc, mais en tout cas, c'est passionnant de voir comment la langue, cet organe vivant, évolue, se diversifie, prend des mots, les rejette, parfois les condamne, parfois les réhabilite. Tout ça est en mouvement et c'est assez passionnant à analyser. La cancel culture. La cancel culture, la culture de l'annulation. La cancel culture. La cancel culture. La cancel culture. Alors la cancel culture, c'est pareil, ça fait partie de tous ces bagages de mots que l'on importe aussi d'autres cultures, là en l'occurrence aussi les États-Unis. Je vous invite quand même à lire un livre assez génial, qui est celui de Régis Debray, Comment nous sommes tous devenus américains, qui montre bien que aussi dans le fait de réutiliser des mots sans forcément les interroger, sans forcément prendre en compte les différences culturelles, on est presque plus américain que français dans nos manières de faire. Sur la cancel culture, effectivement, c'est le fait de revisiter l'histoire au nom d'une certaine représentativité. Maintenant, il faut aussi avouer qu'il y a quand même des dérives, et la dérive principale, c'est la réécriture de l'histoire. Vous voyez, quand on commence à réécrire l'histoire, moi ça m'interroge quand même beaucoup, parce que je me dis, on est les gardiens du temps présent, on est les façonneurs du temps futur, mais est-ce qu'on a le droit d'effacer d'où on vient ? Moi, c'est une vraie question que je pose. À un moment donné, j'en parle dans Anti-Bullshit. Réécrire l'histoire, c'est pas anodin. Alors bien sûr, l'histoire, elle est pas du tout neutre. Les femmes ont disparu de l'histoire, les hommes de couleur ont disparu de l'histoire, les femmes de couleur aussi. Donc ça, c'est une évidence. Mais effacer, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que ça n'a jamais existé, ça, le fait que les femmes soient silencieuses, le fait qu'il y ait des minorités qui aient été réduites au silence, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça n'a jamais existé. Moi, je pense qu'au contraire, il faut accepter l'histoire telle qu'elle a été, dans sa non-neutralité,
pour en avoir conscience et pour pouvoir mieux construire aujourd'hui et demain. Le métaverse. Métaverse. Le métavers, qu'est-ce que c'est qu'un métaverse? Alors ça, génial. Génial pourquoi? Parce que ce que je vous disais, c'est symptomatique de cette postmodernité où finalement, on passe aujourd'hui peut-être, bon, j'exagère, mais ça dépend pour ceux d'entre nous, mais on passe presque autant de temps sur Netflix que dans notre vraie vie. En tous les cas, on passe autant de temps river les yeux sur notre téléphone qu'à échanger dans la vraie vie. Donc c'est bien que la dimension entre l'imaginaire et la réalité est en train de se mêler complètement. Ce préfixe méta qui veut à la fois dire au-delà, au-dessus, dans un autre univers. Vous savez que dernièrement les physiciens quantiques parlaient même de plurivers, c'est-à-dire qu'il y aurait plusieurs univers pour certains physiciens parallèles à notre univers à nous, mais maintenant il y a des métavers ou des métaverses, ça dépend comment vous voulez le prononcer, et ces métaverses-là, c'est intéressant parce qu'ils sont à la fois au-dessus, parallèles, voilà, c'est des réalités virtuelles dans lesquelles on peut évoluer, mais ce qui est déjà le cas, enfin je veux dire, on n'est pas obligé de porter un casque pour être dans la réalité virtuelle. Quand vous êtes dans votre fil Facebook, que vous êtes en train de regarder une vidéo YouTube, vous êtes déjà dans cette dynamique-là, donc le fait d'être dans des univers beaucoup plus immersifs n'est que la continuité de ce qui est déjà présent, de cette postmodernité où on évolue aussi bien dans des univers imaginaires, virtuels, que ce qui est présent et réel là. Mais en définitive, c'est parce que on est encore dans des paradigmes très rationnels où on oppose le réel à l'imaginaire, le réel au virtuel.